Chers téléspectateurs de Wafrica TV, si la race nous distingue extérieurement, visiblement, physiquement des autres, est-ce que, en même temps, elle marque une différence sur le plan substantiel de notre relation aux autres? Ainsi, posons-nous la question de la question du racisme dans le domaine du sport. Et nous avons invité pour cela le docteur Claude Bekombo, que vous connaissez déjà, pour que nous puissions en discuter. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur Claude Bekombo, c'est quoi le racisme? Alors, le racisme, c'est une philosophie qui met la race comme un élément de différenciation et de discrimination entre les hommes. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui prend le fait que la race peut être un élément de supériorité ou un élément d'infériorité entre les hommes. Donc, cela promeut le fait que la réflexion de l'être humain et son rapport aux autres doit être basé sur la couleur de la peau à la réalité. Donc il y a racisme quand on considère que le rapport à la peau des individus est un rapport qui permet d'avoir des instincts soit de domination positive ou de domination négative. À la réalité, c'est donc une manière de penser, c'est une philosophie qui énerve effectivement la société depuis des temps assez lointains. Les manifestations comme l'esclavage, les manifestations comme la traite négrière, les manifestations comme la Shoah et d'autres types comme le massacre des Inuits ou des Indiens fait partie de ces considérations liées à la race. Il ne faut pas simplement voir, quand on parle de racisme, le racisme anti-noir. Ce serait assez réducteur. C'est toute perception. Il y a un racisme contre les Blancs, il faut le dire. Tout à fait. Il y a aussi un racisme anti-blanc qui existe, effectivement, même s'il y a, en termes de taux et en termes d'exposition ou en termes de rendu, des tendances marginales, mais on peut quand même considérer que, théoriquement, le racisme, c'est toute philosophie basée sur le fait que la race est un élément de supériorité ou d'infériorité entre les êtres humains. Docteur Claude Bekombo, est-ce que si on fait une antériorité de la question, est-ce qu'on peut penser que il existe des... Vous venez de citer par exemple la traite négrière, vous venez de citer la Shoah, le nazisme. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une antériorité que l'humanité n'a pas purgée et qui fait que il y a une résurgence de certains phénomènes qui vient polluer l'effort d'égalité que les hommes veulent construire? Alors, l'histoire de l'humanité est nécessairement construite de manière imagée et elle peut effectivement expliquer pourquoi il y a certains stéréotypes. Elle peut expliquer pourquoi il y a certains stéréotypes. Alors, l'histoire du monde est écrite nécessairement par ceux qui l'ont construit. Malheureusement, ceux qui ne l'ont pas construit ont la tare de subir cette histoire, de la subir nécessairement, que ce soit l'histoire de la construction du monde, que ce soit l'histoire de la religion. On se retrouve toujours dans des récits où effectivement il y a des races dominantes et il y a des races ayant une portion très congrue de cette histoire, une portion subie de l'histoire. Et malheureusement, c'est toute cette structuration, cette construction historique qui crée des stéréotypes, qui fait en sorte que, effectivement, ce que vous appelez l'antériorité, c'est-à-dire c'est cette structuration du monde, ce storytelling que nous avons trouvé ou qu'on nous a vendu, ou alors on ne sait plus s'il a été ou s'il a été romancé, mais il n'en demeure pas moins que il est structurant. Il est structurant parce que les livres d'histoire abondent de campagnes de construction du monde, de structuration du cosmos dans un espace spécifique, un espace géographique spécifique, dont cette spatialité est une spatialité de domination et c'est une spatialité qui fait en sorte que les autres espaces sont des tiers espaces où ce sont des espaces oubliés, ou alors l'histoire ne commence que par cette partie
Et ce qui fait que nous avons une structuration naturelle à faire en sorte que l'histoire du monde s'écrive dans un espace donné. Ce qui fait qu'effectivement, dans la construction des habitus, la construction des modes de pensée, on a l'impression que cela compte effectivement en termes de stéréotypes. C'est la raison pour laquelle cette antériorité c'est un marqueur important. C'est un marqueur très important qu'on ne peut nier. Vous voyez toute la logistique qui est mise pour reconstruire l'histoire, pour faire en sorte que le monde s'ouvre à d'autres perspectives de la construction de l'histoire, de la construction des religions, et où il y a effectivement l'anti-histoire, c'est-à-dire que la contestation de l'histoire telle qu'elle nous a été présentée aujourd'hui. Toutes ces campagnes-là sont des efforts pour effectivement faire taire les stéréotypes, arriver à un monde où on pense l'égalité, on pense l'équité, on pense la fraternité entre les races et entre les hommes. Si on peut considérer le racisme comme un fait humain, c'est-à-dire qui se manifeste dans tous les espaces de vie, de travail, des secteurs d'activité, pourquoi est-ce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une exacerbation dans le monde sportif? Je dis bien l'impression. L'impression qu'on a qu'il y a une exacerbation dans le monde sportif est due à la structuration spécifique de la communauté sportive. C'est une communauté qui est le miroir de la société. C'est une communauté qui subit de plein fouet le vecteur multiplicateur des médias. C'est un espace qui est le reflet de la mondialisation. Aujourd'hui, une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques, un match de finale de Coupe du Monde ou un match de finale de Champions League est regardé par quasiment des milliards de téléspectateurs. Il n'y a pas beaucoup d'activités humaines qui peuvent avoir cette couverture médiatique planétaire. C'est la raison pour laquelle, effectivement, les actes de racisme, de sexisme, de discrimination, de xénophobie, on peut continuer à aligner tous ces types de dérives et des avatars de notre société humaine sont plus exposés dans le monde du sport. Donc, le monde du sport a un vecteur multiplicateur de cet art qui sont effectivement des arts sociaux, comme vous l'avez dit. Mais ça sera moins exposé pour un plombier qui travaille dans une maison où il subit effectivement un acte de racisme ostentatoire que pour un étudiant qui est face à un enseignant qui est effectivement raciste. Vous voyez, ça se fait dans le huis clos de la profession. Or là, il n'y a pas de huis clos de la profession dans le sport. Il n'y a que la communauté sportive, les rencontres sportives ont aujourd'hui une exposition planétaire, ce qui fait qu'effectivement, tous les actes de discrimination, tous les actes sexistes, tous les actes xénophobes, tous les actes de violence, d'ailleurs, ont un retentissement un peu plus important. Et du coup, on peut avoir l'impression que, et dans ce cas, vous l'avez dit dans votre propos introductif, il y a un racisme anti-blanc, mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de fondamental contre les Noirs. Est-ce que c'est pas de nos lunettes qu'on regarde et que nos préjugés présupposent cela? Très rarement on a vu un racisme anti-blanc. On a exprimé un racisme anti-blanc. Oui, tout à fait. C'est des imaginaires. On joue sur les imaginaires et quand on joue sur les imaginaires, c'est assez complexe à déterminer. Parce qu'effectivement, le racisme anti-blanc, comme vous le dites, existe. Il existe. Peut-être pas, nous n'avons pas des manifestations au niveau des compétitions internationales, mais dans le sport est divisé en sport professionnel et sport amateur. Dans le sport amateur, vous avez effectivement des manifestations du racisme anti-blanc. Vous allez voir que parfois, dans les équipes de quartier, quand on compose les équipes, on va souvent choisir des joueurs sur la base des stéréotypes. C'est-à-dire qu'on va choisir très rapidement les Noirs, les Algériens, et en général, le blanc, ce sera celui à qui on va demander peut-être d'aller jouer au goal pour le football, ou alors de ramasser d'abord les ballons. C'est des formes de racisme. C'est des formes de racisme, même si ces formes de racisme ne s'expriment pas
de manière véhémente, mais ce sont des formes de racisme qui existent. Et il y a des coachs, effectivement, qui vont choisir des défenseurs plutôt noirs, plutôt athlétiques, plutôt rugueux, que de choisir des défenseurs, entre guillemets, blancs, un peu soft. Donc, les stéréotypes sont très importants dans cette question de racisme, parce que effectivement, les stéréotypes fonctionnent de manière en dilettante. Les stéréotypes ce sont pas des choses dont on parle. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que le problème du racisme anti-blanc, ce n'est pas un racisme qui se manifeste comme la manifestation du racisme anti-blanc est un peu plus complexe que la manifestation du racisme anti-noir. Donc peut-être, est-ce que c'est parce qu'ils ne s'en plaignent pas? Il y a nécessairement cette dimension. Il y a aussi que le racisme anti-blanc est un racisme assez ciblé. C'est un racisme assez ciblé, c'est-à-dire que c'est dans des espaces où vous allez avoir des Noirs qui ont la capacité, la possibilité d'exprimer certains stéréotypes, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, qu'ils le feront. Mais maintenant, le prouver est assez complexe. Et même la personnalité ou le sportif blanc qui subit ce racisme est toujours à la lisière entre est-ce que c'est pour mes performances ou alors est-ce que c'est pour ma couleur de peau. Ce n'est pas assez clair quand il y a le racisme anti-blanc. Ça joue sur les stéréotypes plus que ça ne joue sur le racisme de manière frontale. Puisque le coach ou alors l'encadreur ne va nécessairement pas faire comprendre clairement aux sportifs qu'il ne sélectionne pas parce qu'il est blanc. Il va effectivement faire des choix, des arbitrages, mais qui peuvent être des arbitrages basés sur des stéréotypes. Mais à des moments donnés, c'est assez clair que c'est basé sur des stéréotypes. Quand on est sur un terrain de basket et qu'on veut 5 joueurs contre 5 et qu'il y a 20 joueurs, vous allez vous rendre compte qu'en général, on va finir de choisir les joueurs noirs qui ont une certaine taille avant d'essayer de choisir le joueur blanc. Voilà, donc, mais ce n'est pas, c'est basé sur des stéréotypes. Mais là, ils vont pas se plaindre. Les joueurs noirs? Les joueurs blancs? Non, alors qu'ils sont choisis après. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que le racisme anti-blanc est un racisme très complexe parce qu'il s'exprime, il navigue dans les interstices des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est le fait qu'il y ait des idées reçues sur la performance. On pense que le sprinter est noir, on pense que le coureur de fond est kényan, on pense que celui qui est bien en gymnastique artistique et rythmique, c'est un asiatique, ou en ping-pong, c'est un asiatique. Vous voyez les stéréotypes? Oui. Alors, si vous venez, vous êtes noir et que vous venez pour vous faire sélectionner pour le ping-pong et qu'il y a un asiatique, l'encadreur va plus on a tendance être penché à choisir l'asiatique que vous le noir. Oui. Or, c'est un racisme mais qui est basé sur des stéréotypes. Oui. Et il est très difficile à prouver, il est très difficile à... Vous pouvez le subir, vous pouvez avoir des éléments qui vous font comprendre que c'est effectivement du racisme, mais il est basé sur des stéréotypes. Parce que vous-même, le stéréotype ne joue pas simplement sur l'encadreur, il joue sur vous-même. C'est une espèce de racisme latent. Tout à fait. L'encadreur, parfois, ne sait pas pourquoi lui-même il opère ce choix. Tout à fait, mais il joue sur vous-même d'abord. Oui. C'est la raison pour laquelle j'appelle cela racisme sur les stéréotypes. Oui. Il joue sur vous-même parce qu'effectivement, quand vous vous retrouvez dans une sélection de ping-pong ou dans une sélection de gymnastique artistique avec des Asiatiques, vous-même, le noir ou le blanc, vous pensez que les Asiatiques sont plus forts. Parce dans votre culture, on vous l'a fait comprendre. Vous avez toujours parfois vu les Asiatiques gagner et vous vous êtes dit qu'en fait, c'est... entre guillemets, comme on dit de manière triviale, c'est leur affaire. Docteur, est-ce que les Noirs n'exagèrent pas un peu? Je m'excuse en posant la question. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu dans notre expression des comportements qu'on dit, qu'on reçoit et qu'on qualifie de racistes? Alors, exagérer, c'est peut-être un mot un peu dur, à mon sens. Il est un peu dur parce que tout dépend de la manifestation du racisme. J'ai indiqué tout à l'heure que il y a le racisme anti-blanc, il y a le racisme anti-asiatique
il y a d'autres formes de discrimination liées sur la race. Elle n'est pas simplement liée aux Noirs. En ce qui concerne les Noirs, le problème est que la manifestation de ce racisme-là contre les Noirs semble prendre une tendance, je dis bien semble prendre une tendance assez violente et assez véhémente. Une expression qui souvent fait en sorte que le Noir, peu importe que nous soyons dans la sphère sportive ou pas, se retrouve souvent dans des manifestations publiques où il doit subir des actes racistes. Que ce soit dans un bus, que ce soit dans un avion, que ce soit sur un terrain de football, il vous est donc difficile, vous l'avez dit tout à l'heure, d'identifier le racisme anti-asiatique, le racisme anti-blanc, le racisme anti-indien, mais il est plus facile de vous voir faire face à un racisme anti-noir. C'est donc cette manifestation, cette expression permanente de ce racisme anti-noir dans l'espace et violente qui fait en sorte que on en parle. Parce qu'effectivement, c'est spectaculaire, c'est visible, ce n'est pas caché. Contrairement à d'autres formes de racisme qui sont latents et qui sont basés plus sur les stéréotypes, le racisme anti-noir n'est pas que basé sur les stéréotypes. Il s'exprime de manière visible dans l'espace sportif et dans l'espace de vie tout court. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on ne peut pas parler d'exagération des Noirs parce que quand il y a des manifestations violentes, récurrentes, liées à votre couleur de peau noire dans des espaces donnés, il faut adresser la question d'une manière ou d'une autre. Et c'est tout à fait normal que parfois, ce n'est pas la victime qui se plaint, mais c'est souvent la société spectatrice de ces actes-là qui estime que ces actes-là sont inadmissibles. Docteur Globé Kombo, si je vous dis nègre, ça vous fait quoi? À titre personnel, pas grand-chose. Si un blanc vous dit nègre? Justement, là c'est la raison pour laquelle nous entrons dans les stéréotypes. Nous entrons dans les stéréotypes et les formes dont je parlais tout à l'heure. Oui. J'étais en train de dire effectivement que il y a la manifestation du racisme, la manière avec laquelle ce racisme se vit et se subit dans la société, c'est la raison pour laquelle nous parlons de ces questions-là aujourd'hui. On peut, entre amis, s'appeler nègre ou s'appeler mon noir de service ou ainsi de suite. Tout le monde sait très bien que c'est pour se chahuter. Tout le monde sait très bien que c'est dans le cadre de l'interaction sociale. Vous avez tous, pour ceux qui sont en Europe ou dans tous les autres espaces, vous appelez parfois un blanc mon blanc ou ainsi de suite. Il n'a pas de problème avec cela. Le problème, c'est l'instrumentalisation de la race pour dénier à un être humain sa dignité humaine. C'est à ce niveau que le racisme intervient. C'est-à-dire que nous sommes sur un terrain de football, au lieu de crier sur les performances, au lieu d'avoir une réaction de désapprobation comme on aurait eu pour un joueur lambda, on utilise plutôt les stéréotypes raciaux pour adresser son mécontentement ou alors pour stigmatiser. Parce qu'effectivement, il s'agit de stigmatisation. Pour stigmatiser un individu, le renvoyant à sa couleur de peau, qui serait une couleur de peau inférieure. Parce que quand on fait référence au noir singe, vous m'avez dit nègre tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas dit nègre singe. Voilà. Vous n'avez pas dit, voilà, vous ressemblez à un singe ou ainsi de suite. Si on s'arrête à dire à quelqu'un négro, ça dépend de la situation dans laquelle la personne se trouve. C'est pour ça que je vous ai dit, dans certaines situations, on comprend très bien que c'est pour chahuter. Mais il est inadmissible qu'on soit en train de faire une conférence et que quelqu'un, qui soit noir ou blanc, s'adresse à moi et me dise le nègre qui est là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Ça ne peut pas passer. Est-ce qu'on ne pourrait pas tourner en dérision le phénomène et donner la conviction à l'autre qui n'a pas raison? Par exemple, si je vous dis nègre, ou bien si je vous dis singe, vous prenez une banane, est-ce que vous ne ridiculisez pas l'autre? Ma question, c'est, je recherche une forme de thérapie
qui pourrait permettre à l'autre de comprendre que ce qu'il dit n'a pas un effet sur moi. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, je ne participe pas à guérir le phénomène? Parce que si on continue comme ça, le phénomène reste incurable. Nous entrons dans la manière avec laquelle les sportifs ou alors ceux qui sont victimes doivent réagir. Il faut être très honnête, c'est très compliqué. Ce n'est pas simple. Vous savez, quand vous allez jouer un match de basket, vous allez jouer un match de foot, vous allez faire une conférence, ou vous allez dépanner les sanitaires chez un client, vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous renvoie à votre couleur de peau. Vous ne vous attendez pas à cela. Donc les réactions seront toujours des réactions humaines. On n'aura jamais des réactions stéréotypées, on n'aura jamais des réactions contrôlées. On aura des réactions humaines. Le problème, c'est que cette discrimination-là pose des problèmes à la société. Parce que la société a pour objectif d'avoir une communauté de vie, une communauté où on partage le même espace, on partage la même histoire et on partage les mêmes valeurs. Alors, le problème, c'est que les expressions véhémentes de ce racisme fait comprendre à la société qu'il y a une partie d'elle-même qui est malade. Une partie d'elle-même qui est malade et, comme vous l'avez dit, qui n'a pas soldé un passif d'antériorité avec l'histoire. Alors, nous l'avons dit dès le départ, ça dépend aussi de la manière avec laquelle l'histoire a été enseignée aux uns et aux autres et quel est le rapport à l'histoire que les uns et les autres peuvent avoir. Maintenant, est-ce que la bonne réaction, c'est de prendre les bananes, c'est de quitter le terrain? Non, il me semble sincèrement que la bonne réaction, c'est une réaction de la société. De la société. C'est-à-dire que quand il y a un match et que clairement, de manière identifiée, il y a des cris de singe, où il y a des insultes, où on traite un joueur de singe, où c'est assez visible, il faut prendre des mesures qui vont au-delà de faire des campagnes No to Racism par l'UEFA et la FIFA. Il faut prendre des mesures, il faut donner la possibilité. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a, c'est une histoire qui est longue, l'histoire du racisme dans le sport. Et il y a des protocoles contre le racisme. Il y a des protocoles contre le racisme. Vous vous rendez compte qu'en 1904, déjà aux Jeux Olympiques à Saint-Louis, aux États-Unis, il y a un directeur sportif, un certain Emmanuel O'Sullivan, qui a fait une conférence anthropologique pour voir effectivement comment est-ce que les sauvages sont aptes pour des sports comme le tir à l'arc, pour des sports comme la gymnastique. Vous comprenez donc que il y a un certain nombre de stéréotypes contre lesquels il faut se battre. Et quand je parle de 1904, c'est pas en 2023. Nous avons l'affaire Jesse Owens, les Jeux Olympiques de 1936, avec le nazisme. Effectivement, il a gagné le 100 mètres, mais le Führer a décidé de ne pas venir lui remettre sa médaille, parce qu'il était noir. Vous avez les Jeux Olympiques de 68, avec la victoire de Tommy Smith et de John Carlos, et le fameux point noir des Black Panthers pendant l'exécution de l'hymne national. Et c'est en 2016 que le président Barack Obama est venu effectivement reconnaître que ces deux athlètes américains avaient fait quelque chose. Donc vous voyez que nous avons... les questions de racisme ne datent pas d'aujourd'hui. On parle des Jeux Olympiques de 1904, on traverse l'époque jusqu'à présent. Donc la réaction ne peut pas être une réaction qui est coordonnée, qui est laissée simplement aux sportifs. La réaction laissée aux sportifs ou au club, ou aux coéquipiers. Non, c'est une réaction que les instances du sport doivent prendre en compte. Il ne faut pas simplement voir qu'il y a un match qui va s'arrêter, où il y a des frais publicitaires qu'on va perdre, mais il faut avoir un protocole racisme qui est clair. S'il y a une manifestation visible du racisme, qui déclenche l'alerte? Est-ce que c'est l'appel la VAR, les arbitres vidéo qui signalent à l'arbitre central? Est-ce que c'est l'arbitre central qui discute avec les arbitres vidéo qui décide d'arrêter le match?
Par exemple, ça c'est quelque chose vers lequel il faut partir. Elle peut être dangereuse, cette méthode, parce qu'une équipe qui est menée peut tenir des propos pour que le match soit arrêté. Une chose est sûre, il faut pouvoir trouver des solutions. Oui. Et un match perdu ou un match suspendu, on peut trouver des solutions après. C'est-à-dire que pour l'homologation du match, on peut trouver des solutions. Mais le match peut être suspendu. Une équipe qui est en train de perdre, oui, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut demander à ses supporters de faire des cris de singe pour qu'on arrête le match, mais après, c'est l'équipe qui est sanctionnée. Ça va être assez compliqué. Il me semble que on doit aller vers les différents protocoles racisme qui existent, sont des protocoles qui sont faibles. Il faut le dire de manière claire. Il faut aller, puisque le sport, la communauté sportive est une communauté qui veut démontrer dans l'espace international quel est le reflet, l'image des valeurs de la société. Il faut donc que cette communauté sportive soit en avant-garde de la lutte contre ce type de discrimination. Il faut arriver effectivement à ce que ces protocoles racisme soient unifiés par la FIFA et que non seulement en Europe, mais dans tous les terrains du monde, quand on a des manifestations du racisme, qu'il y ait une action sur la compétition qui se passe, le match qui se passe, clairement, et d'autres actions sportives qui peuvent être prises, comme on l'a fait pour la violence dans les stades. Il y a peut-être une éducation, je crois que vous en avez parlé, une éducation qu'il faut faire dans les deux sens, peut-être chez ceux qui ont des comportements dits racistes et chez ceux qui reçoivent des comportements dits racistes. Parce que si on trouvait une porte de sortie dans un phénomène, par rapport à un fait comme celui-là, ça reste un peu compliqué. Peut-être qu'il faudrait former. Il faut nécessairement former. Le problème avec le racisme et les discriminations, c'est que c'est basé sur les schémas de pensée et des stéréotypes. Ouais. Et les schémas de pensée et des stéréotypes ne se construisent pas en un jour. Bien sûr. Ils se construisent sur la longue durée, comme le dit Fernand Braudel. Alors, sur la longue durée, il est assez complexe de refaire l'éducation de quelqu'un. Il est assez complexe de refaire l'éducation. Je viens de vous dire que ces stéréotypes nous habitent nous-mêmes. Parce qu'effectivement, quand nous allons, entre guillemets, nous les Noirs, si on peut s'exprimer ainsi, dans des compétitions de badminton ou des compétitions de ping-pong, on se dit, voilà, c'est des compétitions des Asiatiques et tout, c'est là où les Asiatiques sont forts. Et effectivement, on a les stéréotypes, la puissance des stéréotypes qui jouent en notre défaveur. Oui. Construire une réaction à ce phénomène raciste est urgent. Il faut nécessairement l'éducation, comme vous l'avez dit. Il faut l'éducation à tous les niveaux. Il faut l'éducation des sportifs, il faut l'éducation de l'administration, il faut l'éducation des supporters. Et effectivement, les clubs sont en avant-garde de cette lutte. Parce qu'effectivement, c'est eux qui ont des clubs de supporters, à eux de créer des instances pour faire en sorte que ce fléau recule. Mais il ne faut pas enlever à ceux qui ont la capacité de faire en sorte qu'on fasse un bond en avant dans cette lutte, leur responsabilité. J'entends par là les organisations sportives internationales, les fédérations sportives, le CIO, doivent effectivement prendre à bras le corps cette question et ne pas se limiter à des protocoles qui sont souples. Il faudrait qu'on en vienne à ce que quand il y a des manifestations racistes dans un match, que ce soit de basket, de foot, de volley, nous avons dit que nous parlons du sport et non simplement du foot, il faut qu'on en vienne à avoir un protocole clair et unique. On arrête le match, on fait une enquête. S'il est identifié clairement que c'est les supporters de tel club qui sont responsables de cela, qu'on sanctionne. Qu'il y ait des sanctions pécuniaires, qu'il y ait des sanctions sportives. Et à mon sens, en allant vers ce protocole racisme unifié, la communauté sportive internationale donnera l'exemple à la communauté internationale en général de comment il faut faire pour lutter contre ce fléau. Donc, Dr Claude Bekombo, est-ce qu'un footballeur, un sportif africain noir, qui est dans un championnat européen, asiatique, est en minorité psychique,
Est-ce que psychologiquement, il considère qu'il n'est pas dans son milieu et peut-être qu'il y va en regardant les types de comportements qu'on peut lui afficher pour commencer à les interpréter? Est-ce que vous voyez un peu le phénomène comme ça? Alors, je comprends votre question. Là, c'est pour ça que je dis, nous jouons sur les stéréotypes et sur des schémas de pensée. Oui. Et cela nous installe dans la gestion des imaginaires. Parce que les stéréotypes et les manières de penser s'articulent de manière différente selon la spatialité où on se retrouve. Et vous venez de poser la question sur le joueur africain noir qui se retrouve dans un autre espace. Oui. Et qui nécessairement, le premier qui sait qu'il est dans un espace, je ne dirais pas hostile, mais dans un espace qui n'est pas le sien, c'est bien lui. Donc le stéréotype commence par lui. Oui. Autant ceux chez qui il arrive, entre guillemets, ont des stéréotypes vis-à-vis de lui parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce type d'être humain Oui. dans leur espace. Dans leur environnement. Et parfois avoir une compétence valable. Tout à fait. Oui. Donc, il y a qu'il faut, nous l'avons dit tout à l'heure, essayer de travailler sur les différentes parties. Il n'est pas simplement... on donne quand même une présomption des efforts que font ceux qui se déplacent, parce qu'effectivement, ils sont les premiers à savoir qu'ils ne sont pas dans leur espace, dans leur biotope. Ils sont étrangers et qu'effectivement, ils peuvent faire l'objet de xénophobie. Alors, les autres qui les accueillent, effectivement, se rendent compte que, voilà, il y a des personnes qui arrivent et qui prennent leur travail, malheureusement, qui peut-être font en sorte qu'il y a plus de chômage, qui effectivement, il faut l'ajouter, c'est-à-dire que dans le sport, vous arrivez, comme le sport est devenu un instrument économique aujourd'hui, vous arrivez non seulement d'Afrique, mais vous arrivez dans un pays et vous êtes dans la classe des riches, parce que vous menez grand train à cause du sport. Et ce n'est nécessairement pas bienvenu. Vous savez, quand on parle des milliards, des millions des sportifs, ne pensez pas simplement que c'est vous en Afrique qui êtes frustrés. Même en Europe, il y a des gens qui travaillent dans des mines pour 1200 euros, pour 1800 euros ou pour 2000 euros. Quand ils se rendent compte qu'effectivement, il y en a qui arrivent de très loin, pas seulement d'Afrique, du Brésil, de partout, pour gagner des millions d'euros parce qu'ils jouent au football ou parce qu'ils jouent au volley, vous comprenez très bien que la xénophobie va très vite s'exprimer contre eux. Oui. Il y a effectivement qu'on peut comprendre ces débordements, on peut les comprendre logiquement. Mais on n'accepte pas que cela aille au niveau de la contestation de la race, que cela devienne des insultes à caractère raciste, la stigmatisation. Que le seul critère finalement soit la compétition. Oui, que le seul critère finalement soit la compétition. Que le seul critère soit la compétition, mais nous ne sommes pas au bout de la lutte contre la question raciste dans le sport est basée sur les stéréotypes. C'est les stéréotypes qui font en sorte que dans le monde du sport, en laissant de côté les supporters, parce que les supporters, effectivement, quand ils arrivent pour suivre un match, s'ils prennent en grippe un joueur et que effectivement tout le monde se met à crier mono, mono, mono sur un joueur, ce qui veut dire singe en espagnol en passant, mono sur un joueur, ce n'est pas le club qui a structuré le schéma de pensée du supporter. Ce n'est pas l'équipe, mais ça part de sa maison, ça part de son éducation, ça part de l'histoire qui lui a été contée des gens représentatifs de cette race. Donc, il y a un travail qui non seulement met en œuvre l'éducation, les ministères de l'éducation et ainsi de suite, mais nous, en ce qui nous concerne, puisqu'il est question de parler de ce racisme dans le sport, nous interpellons effectivement les fédérations sportives internationales, le CIO, les structures sportives à faire en sorte que les protocoles de lutte contre le racisme soient des protocoles qui soient revus. Il y a urgence à revoir
ces protocoles-là parce qu'ils ne marchent effectivement pas. On va finir certainement par là. Je relève que dans le domaine du sport, le problème est quand même posé. Mais dans la société en général, on n'a vraiment pas cette impression. On a de grands textes dans les constitutions, dans les droits de l'homme, mais sur le plan pratique, en termes de résolution de problèmes, on ne voit pas beaucoup d'avancées en ce sens-là. Est-ce que le monde du sport a quelque chose à dire au monde entier en déjà? Tout à fait. Le monde du sport a une chance inouïe. C'est-à-dire que c'est le reflet de la mondialisation, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il faut voir la mondialisation, s'il faut voir la manifestation extérieure de la mondialisation, vous regardez la communauté sportive internationale et vous en avez une illustration. Vous avez dans les équipes des joueurs de toutes les races, de toutes les nationalités qui se retrouvent pour faire quelque chose ensemble. C'est effectivement, c'est là le mythe de Matlouane, dans le village planétaire. Alors, est-ce que on peut se retrouver dans une logique où le sport parle à la communauté internationale? Oui, le sport parle à la communauté internationale en démontrant effectivement que un noir, un jaune, un rouge, voilà, un blanc, peuvent travailler ensemble, peuvent faire quelque chose ensemble, peuvent avoir accès au même standard de vie. Voilà, le contrat d'un joueur noir n'est pas supérieur au contrat d'un joueur blanc, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est la performance. Si le joueur est performant, si le joueur marque des buts, comme Kylian Mbappé, il aura un gros contrat, comme Cristiano Ronaldo, Messi, il aura un gros contrat. Donc, au moins, à ce niveau-là, il n'y a pas de racisme, entre guillemets. Il n'y a pas de racisme. Donc, le monde du sport, en termes de valeur, a quelque chose à transmettre au monde, à la communauté internationale de manière globale. Maintenant, il faut que ce monde du sport-là prenne conscience. Et c'est pour ça qu'on doit apprécier le mouvement de Black Lives Matter aux États-Unis, qui a permis de faire en sorte que la question de la race, pas seulement des Noirs, à cause de la mort de George Floyd, mais il y a eu la question de la race après les lois sur la discrimination positive et ainsi de suite aux États-Unis qui sont appréciables, a fait en sorte qu'on continue de travailler sur ces questions-là. Parce qu'il y a effectivement des endroits où, je vous ai dit, les stéréotypes sont très très forts et où il faut prêcher par l'exemple. C'est-à-dire qu'il faut prêcher par l'exemple, couper dans le vif, décider effectivement que bon voilà, dans tel poste on va réserver tel poste à telle minorité pour que cette minorité-là soit visible. Donc le sport est un espace très intéressant. Il faut donc que cette question de racisme soit prise en compte de manière sérieuse par le sport, qu'on arrête simplement de faire des campagnes no to racism, qu'on arrête de trouver l'excuse de mettre beaucoup d'argent dans les campagnes contre le racisme, qu'on arrête de porter des t-shirts avant des matchs, de mettre des banderoles, et qu'on agisse effectivement sur des sanctions sportives et sur des sanctions pécuniaires ou pénales après. Pécuniaires, sportives et pénales. Qu'on arrête simplement de faire du saupoudrage, d'ouvrir des enquêtes contre 2, 3, 4 supporters, alors que les images montrent très bien que c'est une flopée de supporters qui ont crié. Crié, oui. Voilà. Donc, si on prend 3, 4, et on les libère après 6 mois, voilà, on a vécu l'incident avec Pierre-Achille Webo il y a quelques années lors du match PSG contre Galatasaray. L'arbitre qui a appelé Pierre-Achille Webo négro, je crois qu'il continue d'exercer. Voilà, donc c'est quelque chose de... Après avoir été mis de côté, mais il continue d'exercer. Donc c'est des questions où il faut être ferme. Il faut être ferme, il faut avoir des protocoles clairs, il faut avoir des sanctions claires. Si quelqu'un est convaincu de racisme dans le milieu du sport, il faut avoir des sanctions assez claires. Soit il est banni, soit il a des sanctions de 10-15 ans pour que on aille vers la prise de conscience que ce n'est pas quelque chose de bien. Les dispositifs qui sont mis en place en termes de protocole racisme et les campagnes de lutte contre le racisme, en ce moment, dans la communauté sportive internationale, il faut le reconnaître, ne marchent pas et elles sont faibles. Elles ont besoin de prendre en compte la gravité de cette situation-là. Il faut faire pour le racisme ce qu'on a fait
pour la violence dans les stades, pour le hooliganisme. Le mouvement hooliganiste a été pris au sérieux. Il y a des sanctions, il y a des interdictions de stade à vie. Il y a des choses qui ont été faites de manière sérieuse. On attend la même chose pour la lutte contre le racisme de la communauté, des instances dirigeantes de la communauté sportive internationale. Merci infiniment, Dr Claude Bekombo. Je vous en prie. Merci pour cet échange, chers téléspectateurs. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV.